Donc on va terminer cette dernière demi-journée avec 3 retours d'expérience et études de cas. Je passe tout d'abord la parole à Vincent Husser, régisseur des collections au musée Unterlinden de Colmar, qui va nous parler de 3 comportements climatiques pour un site. Donc en fait, c'est une étude des conditions thermo-hygrométriques comme support à une gestion différenciée des collections. C'est à toi. Ça fonctionne ? Oui. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Et merci pour cette invitation. Effectivement, je vais vous rendre compte un peu de ce retour d'expérience d'une étude climatique menée avec le CDERMF en 2023-2024 sur une année d'études en 2022. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà et très bien dites par mes collègues. Donc moi, je vais vous présenter un peu concrètement ce qui s'est passé dans le cadre de cette étude. Et je vais parler donc du contexte un peu de la situation du musée Unterlinden et de ce qui nous a amené aussi à faire le choix de recourir, de faire appel au CDERMF. Et ensuite, je vais vous parler, mais alors brièvement, parce qu'on l'a déjà vu, en quoi consiste cette étude climatique et tous les outils qui sont mis à disposition, l'accompagnement aussi qui se fait au cours de cette étude. Et enfin, au terme de cette étude, une fois qu'on a cette étude, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et puis, un bilan un peu plus général. Donc moi, je suis régisseur, donc c'est un point de vue de régisseur, je ne suis pas du tout climaticien. Il y a des aspects techniques et je n'ai pas l'expertise pour entrer dans les détails. J'ai à cœur, avec mes collègues, d'essayer de conserver les collections dans de bonnes conditions. Donc pour débuter, je vais vous présenter un peu le musée Unterlinden, un peu un rappel, les éléments de contexte. Donc c'est un musée qui a été créé en 1853 dans un ancien couvent de dominicaines dont les murs appartiennent à la ville de Colmar et qui est classé au titre des monuments historiques. Ce sont des éléments importants effectivement qu'on a déjà abordés. Donc c'est pas un bâtiment, le bâtiment originel n'a pas été conçu pour accueillir des collections. Son classement au titre des monuments historiques crée d'autres contraintes et originalité, c'est un musée d'association, en tout cas sa gestion, puisqu'elle est depuis son origine gérée par la société Schongauer, qui est une association de droit local. C'est un musée d'art et d'histoire avec des collections très diversifiées qui comptent environ 200 000 objets, donc de toute nature. Il y a à peu près 14 000 notices. Fait important, plus récent, il y a 10 ans, on fêtait l'ouverture de l'agrandissement et de la rénovation du musée Unterlinden qui, au-delà de son site originel, donc le couvent des Dominicaines, a quasiment doublé ses surfaces puisqu'il occupe aujourd'hui à peu près 8000 mètres carrés. Chose importante, une partie du musée n'a pas été traitée lors de ces travaux d'agrandissement. Il s'agit du premier étage du couvent. On y reviendra et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a demandé cette étude climatique. Pour vous montrer le site, donc c'est un musée qui se trouve en Alsace, un musée au centre-ville. Vous avez ici une vue aérienne que j'ai un peu découpée pour vous montrer un peu les détails. Donc je vais vous parler du site originel qui est ce couvent, le couvent des Dominicaines, qui comprend donc le couvent, le cloître, plus la chapelle que vous avez ici en image, une vue du cloître au rez-de-chaussée. En partir de 2010-2012, un grand projet de rénovation-extension a consisté à adjoindre les anciens bains municipaux, qui est un bâtiment qui date de 1906, que vous voyez ici, et une extension contemporaine qu'on appelle l'Ackerhof, et le tout est relié par un passage souterrain qui relie donc la partie originelle ancienne
à ces nouvelles surfaces. Vous voyez ici la galerie souterraine. C'est une partie, ça fait partie du parcours permanent, du parcours de visite. Voici la Kahof, bâtiment contemporain. Et voilà, pour vous situer un peu le site. Alors la gestion du climat au musée Unterlinden, comment on s'y prend? Eh bien, il y a depuis 2015, l'extension a permis la mise en place de centrales de traitement d'air ou d'outils, de systèmes qui permettent un peu de réguler le climat, qui couvrent à peu près aujourd'hui 80% des espaces dédiés aux collections. Donc ça concerne le parcours permanent et les nouvelles réserves. Le suivi climatique est assuré par le logiciel EMS depuis 2023, anciennement Synergite, qui est une solution annuelle, qui est reliée à un parc de 32 capteurs et auquel s'ajoute donc un parc de matériel mobile, d'humidificateurs et de déshumidificateurs. Le suivi climatique, on l'opère, je dirais, de manière quotidienne. C'est une des premières choses que je fais en arrivant. C'est je regarde le climat et j'agis en fonction des éventuelles problématiques qui peuvent survenir dans la journée. Je ne travaille pas le week-end, donc le week-end, advienne ce qui pourra. C'est important en fait parce que vous verrez que l'étude climatique vous fait aussi changer la manière de regarder votre situation climatique. On utilise aussi le gel de silice ponctuellement, notamment pour certaines vitrines, avec des collections qui ont une sensibilité particulière. Et donc tout ça, ce suivi est assuré donc par la régie, où nous sommes deux, et un technicien bâtiment. J'ai mis aussi un élément budgétaire. On n'a pas trop évoqué la question budgétaire. Il me semble qu'elle est importante. Pour le musée Unterlinden, il s'agit d'un budget d'environ 50 000 € par an. Ces 50 000 € comprennent donc une maintenance, un service de maintenance qui intervient de manière hebdomadaire et par contre ne comprend pas ici le coût de l'énergie, le coût de consommation. Alors, on a mis... tout ça est en place. Alors, le contrôle climatique, avec ces solutions-là, est globalement maîtrisé. Mais notre grand problème au musée Unterlinden, ce sont les variations brusques, qui restent localement défaillantes, notamment dans le bâti ancien et notamment dans la partie couvent, la partie ancienne. C'est un élément qui est très important et qui est partiellement équipé, cet espace-là, le couvent est partiellement équipé de centrales de traitement d'air. Or, le problème de cette partie-là, c'est ce bâtiment a une très mauvaise étanchéité. Donc, on a, dans certains espaces, une CTA qui tourne 24 heures sur 24 et qui est très, très sollicitée. Évidemment, plus elle est sollicitée, plus elle se fragilise. Et ce qui advient quand c'est fragile, c'est qu'au bout d'un moment, ça lâche. C'est ce qui nous est arrivé en 2019. On s'est aperçu qu'un panneau, un polyptyque du XVe siècle, dit de la vie de la Vierge, on s'est aperçu que les panneaux s'étaient rétractés et déformés. Vous avez ici une image de l'intervention du restaurateur. On a essayé de refixer les panneaux pour qu'ils rentrent dans les rainures. Ça a été un peu l'élément déclencheur qui a conduit le musée à solliciter le C2RMF pour lancer une étude climatique. À ça, alors c'est l'élément déclencheur, mais auparavant, il y a aussi le climat et les incidences directes. Les incidents, on en a connu un auparavant. Lors des travaux d'extension du musée Unterlinden, les réserves ont été externalisées dans un entrepôt qui n'était pas pourvu d'un contrôle climatique et on a eu un problème sanitaire sur les collections. Donc ça commençait à faire beaucoup et donc une grande sensibilité à cette question du climat. Ce qui nous a donc poussé à solliciter le C2RMF pour une étude globale
du climat. Alors le choix de l'externalisation, eh bien parce que nous-mêmes, au niveau des ressources en interne, elles sont limitées, parce qu'on n'a pas les compétences et parce qu'on a un quotidien qui est assez chargé. L'objectif de cette demande, qui a été transmise via Oscar, comme il se doit, était de disposer d'un retour d'expérience au terme de 5 ans de fonctionnement. On est en 2023, donc par rapport à ça, mais aussi de bénéficier de pistes d'amélioration pour une meilleure conservation des collections. On est dans le cadre aussi du renouvellement du PSC avec le volet PCP, plan de conservation préventive, en intégrant ces questions du climat. Et enfin, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, il y a le projet de réouverture du premier étage du couvent, qui n'a pas donc été traité lors des travaux d'extension entre 2012 et 2015. Et donc cette étude sanitaire devait aussi nous permettre d'avoir des éléments, des leviers pour pouvoir faire des arbitrages plus tard en termes d'aménagement de ces espaces-là. Alors, là, je fais un peu de la redite. En quoi consiste, une fois que l'étude est lancée, il y a effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure, la collecte des données. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. C'est quelque chose de très complet. C'est pour nous, au niveau de la régie, ça nous met aussi, nous, en perspective sur la manière d'appréhender ces questions-là et d'avoir une vision globale. Effectivement, dans les fiches de renseignement, au préalable, outre la collecte des données brutes des capteurs, c'est aussi de repérer l'ensemble des systèmes de climatisation, le positionnement des capteurs, le positionnement des salles selon les axes nord-sud et toutes ces implications-là. L'extraction des données brutes sur un an, donc ça concernait effectivement toute une année. Sur l'ensemble des salles où étaient conservées des collections, donc là, en l'occurrence, il s'agissait de 24 salles. Donc l'extraction était un peu pénible, puisque notre paramétrage des capteurs était au pas de 5 minutes. Donc je vous laisse imaginer les données. Donc ça, ce genre de choses dont on n'avait pas conscience. Moi, j'étais arrivé en 2018. Un certain nombre de paramétrages étaient déjà en cours. Voilà. Et donc, c'est à ces moments-là aussi qu'on prend conscience de ces choses-là. Alors, déjà, ça, c'était une belle épreuve. Et en plus, notre logiciel arrivait en bout de course. Il était question de le changer. Bref. Le C2RMF est là, Jocelyn est là, qui vous accompagne tout le temps. Et qui trouve toujours des solutions en plus. Donc parmi ces préalables, la collecte de données, donc il y a une cartographie aussi des espaces concernés, l'ensemble du musée, les réserves extérieures. Je reviendrai un peu sur les réserves extérieures, mais comme je le disais, les problématiques vont souvent être concentrées sur la partie couvent. Et ensuite, il y a un diagnostic complémentaire in situ qui a été effectué. Jocelyn est venu passer une journée, voire deux, sur place, une journée. Et je pense que c'était vraiment utile pour confronter un peu tout ce qu'on a pu échanger en amont, mais aussi pour se rendre compte et échanger sur place sur un certain nombre de questions. Et ça complète vraiment très bien tous les renseignements qu'on peut fournir. Là, je vous ai donné une petite image, voilà, parce que je trouve ça impressionnant. Voilà l'extraction des données brutes. Vous avez un peu moins de 14 000 données pour une salle sur un an, donc sur 24 salles. Je vous laisse imaginer le nombre de données que ça représente. Mais tout ça a été mouliné par Climatrice. Voilà, alors le contenu du rapport, voilà, Climatrice, c'est une solution qui permet de générer un ensemble
d'éléments d'information. Alors c'est un document de synthèse, mais c'est aussi un document qui permet d'avoir une analyse des risques, d'avoir des études comparatives, saisonnières sur les risques d'altération. Et c'est une analyse aussi détaillée salle par salle qui comprend donc des statistiques, des représentations graphiques et surtout des préconisations d'amélioration. Alors sur 24 salles, l'ensemble de ces données, en fait, ça représente une masse d'informations considérable. Ça vous remplit un classeur comme ça. Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous êtes un peu submergé par toutes ces informations. Et là aussi, je dois dire que l'interprétation qui peut sembler difficile a priori, vous avez toujours accompagné par le C2RMF et par Jocelyn, et qui permet justement de rentrer dans ces interprétations-là. Et notamment les graphiques boursiers qui m'ont beaucoup intéressé, que je ne connaissais pas au préalable, mais qui, en fait, une fois expliqués, vous permettent d'avoir une vision très intéressante et assez précise de la situation. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est sur les résultats. On n'était pas étonnés des résultats. Par contre, ce qui était très important et très intéressant pour nous, à travers les graphiques boursiers, c'est justement de voir notre problématique, c'était ces variations très brusques. Et donc, comme on vous l'a expliqué, vous avez ici... dans le graphique boursier, on voit très bien qu'on est sur des instabilités assez importantes, tant en température qu'en hygrométrie. Mais le graphique boursier sur le rapport de mélange, il n'est pas si mauvais que ça. Donc ça, c'est aussi un élément où je vous disais en introduction aussi de la manière dont nous, on appréhende le climat, c'est-à-dire un peu au quotidien, un peu le nez dans le guidon. Ce travail-là, ce rapport, ça vous met aussi en perspective, vous changez d'échelle et vous arrivez à relativiser aussi un peu votre stress quotidien. Et vous dites que, bon, l'un dans l'autre, c'est pas si mal que ça, enfin c'est moins pire que ce qu'on pensait. Ce qui est déjà pas si mal. À partir de là, donc, on a vu qu'il y avait... moi, j'ai refait un peu une synthèse ici dans le cadre de la préparation du plan de conservation préventive à partir des rapports. Quelque chose voilà, aussi où il y a des couleurs, on voit très bien si c'est vert, c'est bien, si c'est orange, c'est moyen. Et quand c'est rouge, c'est que ça ne va pas trop. Alors pour le couvent, le climat de conservation est globalement insatisfaisant, ce n'est pas une nouvelle, mais avec des situations assez hétérogènes selon les salles et les saisons. Alors là aussi, c'est une information qui était très, très importante pour nous, c'est-à-dire qu'on a déployé et développé du matériel, notamment mobile, et l'une des... Je vais y revenir tout à l'heure, mais ça nous permet aussi, à travers cette situation et cette analyse, de savoir comment utiliser au mieux ces appareils. D'ailleurs, on va les déployer, peut-être pas tout le temps, peut-être à certains endroits, à certains moments de l'année. L'Akerhof, donc, qui est ce bâtiment contemporain qui a été construit en 2015, avec donc des performances énergétiques qui répondaient aux normes de la RT 2012, il me semble, était donc là, les résultats étaient globalement conformes aux consignes. On a une réserve archéologique, c'est une réserve extérieure, dite école du musée, où les résultats étaient assez satisfaisants. Il s'agit en fait d'un sous-sol, d'un vieux bâtiment aussi de la fin du 19e siècle, dans lequel on a aménagé une réserve sèche. Et avec du matériel mobile, on est parvenu finalement à trouver un climat, enfin une stabilité en termes d'hygrométrie. Donc ça, c'était un des bons résultats qu'on a pu constater à travers cette étude. Donc c'est ce que je disais, tous ces résultats, une fois un peu moulinés, nous mettent en perspective, nous permettent d'envisager, de corriger certaines manières de faire ou d'anticiper la suite. Donc là, j'en viens aux solutions.
donc, parce que le rapport c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces éléments? Alors là, c'est quelques solutions à court terme. En premier temps, l'assouplissement des plages de conservation en privilégiant la stabilité du climat. Alors nous, on court après une espèce de stabilité à laquelle on ne parvient pas totalement. L'idée, c'est plutôt décréter les grandes variations. Le rapport et la discussion, les échanges qu'on a eus avec le CDRMF nous ont aussi fait comprendre qu'il fallait sortir du dogme et se donner de la souplesse, tant pour nous que pour les machines, que pour le budget. À savoir qu'on a un peu réfléchi par rapport au paramétrage et au seuil d'alerte par rapport au climat. C'est-à-dire qu'on a retravaillé aussi le paramétrage des capteurs avec des plages idéales et aussi une plage de prudence. Beaucoup plus large que sur une idée un peu fixe et dogmatique. Ce que je disais aussi, c'est que le parc des appareils mobiles en humidificateur, déshumidificateur, a été redéployé. Notamment, on s'est aperçu qu'on avait dans la chapelle, là où vous avez le retable d'Issenheim, qui est la pièce maîtresse des collections du Muséum Unterlinden, on avait déployé des humidificateurs. Or, cet espace n'était pas du tout étanche, et donc le fait d'y placer et de faire tourner des humidificateurs ne servait strictement à rien. Donc on les a retirés. Ça a interrogé aussi la question dans un espace aussi donc, du couvent, qui est, dont le climat est censé être assuré par une CTA. Vu les performances médiocres de cette salle, on peut s'interroger aussi sur la raison d'être encore d'une CTA et à se demander s'il faut pas plutôt la couper, si le résultat ne serait pas pire en la coupant. Personne n'a osé prendre la responsabilité. J'ai soulevé la question, mais personne n'a osé prendre la responsabilité jusqu'à maintenant. La question reste posée. Il y a une autre chose aussi, on l'a évoqué, les collègues l'ont évoqué aussi, il y a la mémoire des collections. Il y a une chose, c'est une anecdote enfin, que je raconte, par rapport au climat. Vous avez le retable d'Issenheim, qui est donc cette peinture sur panneau bois, et qui a donc 500 ans, et dont les panneaux eh bien, bougent de manière latérale tout au long de l'année. Pour autant, la couche picturale, elle tient parfaitement. Et les dernières restaurations qui ont été faites il y a très récemment ont prouvé la grande capacité du retable à accepter des grandes variations climatiques, sans pour autant le mettre en danger. Une autre solution consistait justement à redéployer une partie des collections en fonction des ambiances, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on touchait nos limites en termes de contrôle climatique, de régulation climatique, on s'est dit, si certains espaces sont plus secs, alors essayons de voir d'y mettre des collections qui sont moins sensibles à ce phénomène de sécheresse. Et donc, on a redéployé une partie des collections en profitant de la fermeture au public des espaces du premier étage du couvent pour redéployer une partie des collections, notamment les militarias, qui sont pour la plupart en métal, donc dans cette partie sèche. Et de la même manière, tout ce qui est mobilier bois, le mettre dans une autre aile où là, on va faire tourner un humidificateur, vous avez la photo ici, pour permettre justement de garder une hygrométrie plus en rapport. J'avance. Et donc, c'est une manière de faire de la gestion différenciée des collections, c'est-à-dire qu'on va mettre en regard les possibilités et les limites qu'on a aussi en fonction des espaces disponibles, parce que c'est ça aussi, les réalités, c'est en fonction des ressources, des espaces disponibles, on peut redéployer les collections. C'est ce qu'on fait déjà au niveau des réserves, quand on aménage des réserves, de faire des réserves en fonction de la nature des collections.
Le bilan de l'étude, eh bien, pour nous, c'est la première fois qu'une étude exhaustive a été menée sur la question du climat. Donc c'est à la fois un bilan des performances depuis 2015, mais c'est aussi pour nous un outil prospectif pour, comme je l'expliquais, pour l'inscrire vraiment dans le plan de conservation préventive et d'avoir justement une base d'un diagnostic précis et pour optimiser, être plus efficient aussi dans notre manière de travailler et aussi par rapport aux ressources financières. C'est enfin une base, une évaluation donc des conditions de conservation des espaces qui devra nous permettre de faire des arbitrages dans le choix et l'aménagement du premier étage. Justement en tenant compte des possibilités à la fois structurelles mais certainement aussi financières pour faire des choix et se dire que peut-être certaines collections ne pourront pas être présentées dans certains espaces en raison des limites du climat de conservation. Enfin, je dirais aussi que le bilan pour nous, pour la régie, ça a été, c'est une formation, cette étude, c'est une formation pour nous, c'est une prise de conscience, c'est une autre manière de considérer les choses et donc une mise en perspective. Alors, je dois quand même dire que pour Climatrice, c'est Jocelyn qui a tout fait. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Je termine simplement sur ce bouclier d'apparat qui est conservé au musée Unterlinden et qui montre les 4 saisons. Voilà, c'est un élément du XVIe siècle. Merci de votre attention. Merci beaucoup Vincent pour ce retour d'expérience. En fait, chez nous aussi, c'est toujours Jocelyn qui fait toujours tout. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort. Nous allons maintenant avoir une intervention qui est enregistrée de la part de Nathalie Louis, qui est régisseur au musée Sainte-Croix à Poitiers. Et je n'ai pas pris mon papier. Elle va nous parler... regard sur le comportement climatique d'un bâtiment de réserve conçu passif. Bonjour à toutes et tous, je suis Nathalie Louis, régisseur d'œuvres d'art au musée de la ville de Poitiers, musée Sainte-Croix. Je remercie Jocelyn et Marie de m'avoir convié à ce webinaire sur les données climatiques. Je suis désolée, je ne peux pas intervenir devant vous en présentiel, mais en distanciel, en parlant à un écran, à une caméra. J'aurais beaucoup préféré être avec vous dans l'amphithéâtre Palissy. Enfin bref, je suis appelée sur notre intervention le même jour, c'est comme ça. Donc rentrons dans le vif du sujet sans perdre une seconde, parce que 20 minutes ça passe vite et Jocelyn va me gronder si je dépasse. Donc tout d'abord, je dois intervenir sur le comportement climatique d'un bâtiment de réserve conçu passif. Nous allons voir le plan. Le plan très simple, rapidement une introduction. Un bâtiment, je vais vous parler du bâtiment à conception dite passive très rapidement pour arriver finalement au relevé climatique et à l'exploitation des données climatiques pour finir par une petite conclusion. Le contexte, donc le musée Sainte-Croix a été construit il y a 50 ans sans réserve, donc nos collections sont assez astronomiques avec 1 150 000 d'objets en préhistoire, 75 000 dans les autres champs, et tout cela a été stocké dans 40 points de stockage répartis dans 9 bâtiments à Poitiers et hors Poitiers. Donc nous avions vraiment besoin de réserves, des lieux adaptés à la conservation. Cela nous permettait de libérer 1000 à 1500 mètres carrés au sein du musée pour le rénover, le redéployer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous redéployons des salles pour exposer de nouvelles collections. Et cela permettait aussi de regrouper la mémoire du sol en accueillant des caisses d'archéologie, 3500 caisses et 70 mètres cubes de lapidaires. Donc la grille des charges pour les réserves mettait un point d'orgue à demander une recherche d'inertie climatique, hydrique et thermique. Puis un site accessible, un bâtiment fonctionnel, adapté, etc. etc. Des réserves idéales. Donc le bâtiment en conception dite passive. En premier point, l'architecte retenu était M. Hugues Fontenas et bureau associé. Je salue Hugues, je sais qu'il est dans le public, donc une salutation amicale. Le cabinet était recruté parce qu'il proposait une organisation fonctionnelle simple,
un bâtiment sûr, facile à entretenir, une inscription harmonieuse dans le paysage du domaine de Beauvoir, adapté aux serres horticoles, donc vous allez voir après une image, et avec un cadre de travail de qualité. Et enfin, proposer une inertie thermique et hydrique. Donc les moyens proposés pour avoir notre bâtiment passif, qu'est-ce que nous avons fait, enfin l'architecte surtout. Donc d'abord, comme je vous disais, l'organisation fonctionnelle, donc le bâtiment est divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a un petit bâtiment qui accueille les salles de travail sur les collections, les équipes, les bureaux et les services techniques ou de sanitaires. Le plus grand volume, enfin technique, excusez-moi, c'est plutôt informatique, nettoyage, etc. Les locaux techniques sont dans le bâtiment dédié aux réserves. Et le plus grand volume donc dédié aux réserves qui abritent les 15 salles et donc les locaux techniques. Ensuite, le volume des réserves est constitué par une enceinte en parois béton, de béton armé de 20 cm d'épaisseur. Vous voyez ici, vous voyez, je vous montre avec le pointeur rouge, isolée par l'extérieur de 20 cm d'isolant. Donc cette enceinte qui est directement au contact des salles de réserve contribue à l'inertie thermique par sa masse. Ensuite, nous avons le programme propose aussi un bâtiment semi-entiré, c'est-à-dire que le terrain est présentant une petite déclivité de 80 cm à peu près. Cette pente a été réutilisée, les terrassements mis à profit pour enterrer partiellement le volume des réserves, des salles, sur une hauteur de 1,4 m à 1,50 m, ce qui renforce l'inertie thermique. Ensuite, a été proposé aussi autour de cette enveloppe béton, a été posée une enveloppe légère de bardage métallique, une double peau isolée, ce qui permet l'étanchéité à l'eau. Et de plus, tout ce bardage d'aluminium ne présente pas ici, vous voyez, de chéneaux, c'est-à-dire que l'eau s'écoule vraiment dans les plaques d'égout, dans la terre. Ensuite, ce qui fait aussi, ce qui nous permet une inertie thermique, c'est la boîte dans la boîte en fait, et qui nous fournit un tampon thermique. Vous voyez, le vide entre l'enceinte béton et le fameux bardage d'aluminium ce vide permet d'assurer un tampon thermique qui peut être ventilé en saison chaude pour réduire la transmission de chaleur à l'intérieur. Voilà, une petite illustration quand même, c'est plus agréable. Donc, voici le bâtiment des réserves pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc les deux bâtiments, le bâtiment humain, on va dire, et le bâtiment des salles de réserve. Donc vous voyez, les bardages de métallique sont d'un seul tenant, ça fait 40 mètres chaque bardage, et ça reproduit, quand je vous disais que c'était, comment dire, que ça se rendait bien dans le paysage, c'est que plus loin derrière, nous avons les serres horticoles de la ville, avec les verrières qui reprennent, vous savez, ces répartitions comme ça, séparées. Donc là, l'architecte nous a proposé un beau bâtiment. Sur l'inertie hydrique aussi, ce qui a été proposé pour la réserve sèche, c'est-à-dire la réserve qui ne conserve que des objets métaux, tous métaux confondus, enfin tout objet de typologie confondue, donc nous l'appelons la réserve dite sèche, avec une exigence d'une hygrométrie en dessous de 40% d'humidité ou égale à 40%. Donc l'architecte nous a proposé une isolation intérieure en briques de chambre plus un enduit de plâtre. Donc vous voyez ici un exemple de briques de chambre. Donc cette salle, c'est la seule salle des réserves qui a un doublage en briques de chambre, en plus du doublage, des doublages d'isolation extérieure. Enfin, les relevés climatiques. En deuxième point, donc je vais vous parler très rapidement du fonctionnement climatique dans nos réserves muséales de Poitiers. Les réserves ne sont pas climatisées à proprement parler, bien sûr. Le climat est régulé par deux centrales de traitement d'air, que je vais appeler CTA ici, hein, pour être des commodités de langage, et par l'inertie du bâtiment. Donc nous avons une CTA pour les réserves et une CTA pour le SAS qui était en jaune dans le plan, si vous vous en souvenez, et l'aire de réception. Donc les deux CTA sont séparés, sont gérés indépendamment. Donc ces CTA ont pour but évidemment de compenser le climat en humidité et en température. Donc des consignes sont fixées en dessous et au-dessus desquelles les CTA se mettent en fonctionnement pour atteindre les dites consignes. Donc c'est-à-dire que si les relevés sont dans la zone neutre, entre la consigne élevée et la consigne basse, les machines n'ont pas besoin de réguler le climat et elles ne fonctionnent pas. Sauf, évidemment il y a un sauf pour la régulation, la ventilation, la ventilation d'air qu'il faut pour que les humains travaillent dans les salles. Mais les volumes sont tellement conséquents que ce n'est pas trop gênant.
Donc il faut quand même un petit brassage d'air. Donc fonctionnement rapide d'une CTA, je vous ai fait un petit croquis. Enfin, je vous ai écrit sur le croquis de notre logiciel de consultation des données climatiques, c'est la CTA 1, la CTA des réserves. Donc en gros, en résumé, comment ça fonctionne? L'air est pris dans les salles de réserve, vous voyez, il entre, il passe par un filtre pour enlever toutes les impuretés, qui ensuite passe dans un moteur, il y a une roue de ventilation. Ensuite, l'air passe dans une batterie chaude qui réchauffe à la consigne température, puis intègre une batterie froide pour assécher l'air et faire tomber l'hygrométrie, mais cela repasse encore dans une batterie chaude qui régule la température si elle a trop baissé avant. Puis l'hygromètre ici envoie dans les tuyaux de l'air humide si l'air était trop sec quand il est passé dans la batterie froide. Bon, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, vous voyez, nous avons toutes nos consignes, etc. Bref, c'est juste pour vous montrer le système, mais je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. Donc la particularité, toujours la même, les 15 salles sont gérées par cette CTA. Il n'y a pas de climat par salle, c'est-à-dire que toutes les collections ont les mêmes consignes de conservation, sauf la particularité de la réserve dite sèche. C'est-à-dire que la salle de réserve qui conserve les métaux, je vous ai dit, il y a une exigence d'être en dessous de 40% d'humidité relative pour les raisons évidentes que je ne vais pas vous apprendre de conservation. Donc, outre l'isolation à la brique de champ, nous avons fait installer une armoire climatique indépendante du reste du bâtiment dans le couloir et non dans la salle proprement dite. Ainsi, la maintenance peut s'effectuer depuis le couloir. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la salle de réserve. Donc, cette armoire comprend un sécheur d'air, une armoire de régulation électrique et un humidificateur qui fonctionnent donc en contradiction. Les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps, ce n'est pas logique. Donc je vous ai fait une petite photo pour illustrer. Voici l'armada, vous avez le sécheur d'air, donc il y a une roue chaude qui prend l'air dans la salle des métaux, la sèche. Ici, c'est l'armoire de régulation. Et une fois que c'est sec, ça passe dans l'humidificateur s'il y a besoin d'être si l'air a besoin d'être humidifié, il passe dans l'humidificateur et c'est réinjecté dans la salle. Et donc, quand la consigne est atteinte, évidemment, aucune des deux machines ne fonctionne. Et comme je vous ai dit, quand le sécheur d'air fonctionne, l'humidificateur ne peut pas fonctionner et vice-versa. Il fonctionne en contradiction. Enfin, deuxième point, les relevés climatiques. Comment faisons-nous dans nos réserves les relevés climatiques? Donc, nous sommes, afin d'effectuer les relevés, donc il est nécessaire de se doter d'un logiciel fiable. Ils sont réalisés par un système qui utilise le réseau Internet et qui peut être consultable par n'importe où. Donc, dans chaque salle de réserve, nous se trouve une sonde également qui envoie les données au WIT, donc le logiciel s'appelle le WIT, lequel peut être calibré à soi et il convient également de poser des sondes extérieures. On peut également avoir des graphiques, c'est tout ce qui nous intéresse évidemment concernant les relevés. Vous avez toutes sortes de graphiques, je vous en montre. Le graphique d'hygrométrie, là vous voyez l'hygrométrie, la sonde extérieure, donc voilà qui monte, qui est vraiment assez rigolote par rapport aux 15 salles de réserve. Vous voyez, c'est parfait. Et en bleu, c'est tout en bas, c'est la salle justement des réserves, la réserve des métaux. Là, le graphique d'hygrométrie, effectivement, même chose, vous avez la sonde extérieure et vous avez la température des réserves. Là, c'est sur la journée du 18-19 décembre. Donc, avec tous ces relevés, nous allons passer maintenant à l'exploitation des données climatiques. État de la question, en premier point, j'avais besoin de vous parler de tout ça. C'est que l'idée d'un bâtiment, effectivement, dit passif, est de contrôler la consommation d'énergie nécessaire au maintien d'un climat stable. C'est ça le but d'un bâtiment d'inertie passive, c'est ne pas faire fonctionner les machines et que le bâtiment se maintienne lui-même dans un climat demandé stable. Donc l'exploitation des tests et des relevés permettent de comprendre le comportement du bâtiment. Seulement, chez nous, aux réserves mondiales de Poitiers, cela aurait nécessité plusieurs années. Effectivement, pendant 2 ou 3 ans, l'installation n'était pas vraiment opérationnelle. Les paramétrages n'étaient pas bien réalisés, il a fallu tout refaire, tout recadrer, ça ne fonctionnait pas. Il y a des moments où il faisait trop chaud, trop d'humidité, etc. Il y avait des problèmes d'équilibrage d'air dans chaque module, dans chaque local. Et pour la réserve sèche, problème de calibrage dû au prestataire également. Les deux machines fonctionnaient en même temps, d'où une surconsommation. Et comme je vous disais, ce n'est pas possible, on ne peut pas en même temps humidifier et assécher l'air d'une salle.
Donc beaucoup de temps, tout ça pour vous dire que beaucoup de temps est nécessaire hein, pour comprendre le fonctionnement d'un bâtiment, les machines, le prestataire de la maintenance, le service patrimoine bâti de la ville de Poitiers qui était notre interlocuteur, ainsi que les utilisateurs, c'est-à-dire nous, les régisseurs essentiellement, avions besoin de beaucoup de temps, de ce temps de compréhension. Et encore maintenant, j'apprends encore plein de choses au bout de 6 ans. Alors les données pour comprendre le bâtiment. Donc il faut réaliser les relevés climatiques, à l'extérieur afin de comparer. Il faut comprendre le fait qu'au début aussi, on combat également l'apport du bâtiment. Effectivement, tout n'était pas sec, les salles n'étaient pas sèches et l'apport des collections au transfert dans leurs salles a pu générer de l'humidité. Effectivement, nous avions demandé une marche à blanc de 3 mois, mais nous n'avons pas eu le temps de la faire parce que nous étions contraints de vite libérer les salles de réserve du musée Sainte-Croix pour un projet, donc on a été un peu pressé, donc il n'y a pas eu de marche à blanc. Il faut prendre en considération, comme je vous disais avant, qu'il faut du temps. Les salles de réserve renferment des collections qui, une fois rangées, peuvent encore rejeter de l'humidité et la réaction peut être différente d'une salle à l'autre selon les collections. Alors, l'exploitation des données, afin de comprendre comment réagit le bâtiment dans le but de diriger vers une inertie, nous avions décidé de faire des contrôles, des tests sur les réserves, sur les CTA, de les arrêter selon une période non définie et d'essayer de le faire à toutes les saisons. Donc on n'a pas fini, hein, c'est assez chronophage. Vous savez que le temps, nous sommes vite dépassés par notre quotidien, les expos, etc. Donc on a du mal à suivre un projet, j'ai du mal à suivre un projet de A à Z tout le temps. Donc on a coupé les machines en hiver. Les 2 CTA ainsi que l'armoire climatique de la réserve sèche ont été arrêtés pendant 3 semaines en hiver, du 12 février de mémoire au 10 mars. Et ce travail a été effectué toujours en lien avec l'architecte qui reste toujours très présent sur le projet, que je remercie énormément Hugues Fontenas de sa disponibilité encore 6 ans après. Donc le travail a été très réalisé avec lui. Les résultats de ce test ont été intéressants, je vous les montre. Donc le graphique, en ce qui concerne l'humidité, vous pouvez constater qu'au final, sur 3 semaines, c'était en hiver, pour moi c'est satisfaisant. Vous voyez, il y a des réserves qui passent de 50 à 48 sur 3 semaines, si je prends la fuchsia là, de 51, aller à maximum 53, 54, vous voyez, donc c'est très faible. Il y a juste le sas, en gris clair, là c'est le sas de réception. Effectivement, il peut y avoir des pics parce que par moment, il faut ouvrir le rideau sectionnel pour rentrer et sortir des œuvres. Donc, ce qui peut expliquer ces grands pics. Donc, l'hygrométrie, pour moi, était assez satisfaisante. La température, un petit peu moins. N'oublions pas que nous sommes en hiver. Donc, forcément, l'inertie fonctionne dans la mesure où les températures descendent assez doucement tout de même. Vous voyez, la orange, on commence à 19, un peu plus de 19. Le maximum, on est descendu à 16,5. Bon, sur 3 semaines, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Et la plus fraîche, qui était vide de collection encore, hein, il n'y avait pas de collection dans cette salle-là à cette époque-là. On est juste de l'investir en ce moment. On passe de plus de 16,5 à 14. Ce qui fait que c'est à cause de la température que nous avons remis en route, les machines que nous avons. 14,5, on commençait à avoir froid dans les salles. Donc c'est vraiment à cause des humains qu'on a remis les machines en route. Mais bon, 14,5, c'est un peu léger quand même. Et par contre, vous remarquez que la réserve dite sèche, là, l'hygrométrie, évidemment, est vite montée avec des pics à 51. Donc là, on a décidé de la remettre en route assez rapidement. Ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'était les tests, les arrêts des machines en hiver. Nous avons aussi, toujours en lien avec le service du patrimoine bâti de la ville, j'appelle tout le temps les collègues pour leur dire « je veux arrêter encore les machines ». Et donc les 2 CTA ont été arrêtés en été. Donc là, elles sont arrêtées depuis le 30 juillet. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Le 30 juillet, j'aurais dû, et puis voilà, dépasser encore par le quotidien. Elles sont toujours à l'arrêt à ce jour. Nous sommes je suis aujourd'hui, moi, le 24 septembre à 8h30. Elles sont toujours à l'arrêt. Donc on a fait une nouvelle tentative quand même pour la réserve dite des métaux, même si vous vous souvenez, je viens de vous dire qu'elle n'a pas fonctionné en hiver. En plus de l'isolation aux chambres, nous avons quand même retenté. Donc pendant cette période aussi, régulièrement, les régisseurs, nous rendons en réserve, nous observons les œuvres, voir si tout va bien. Et les résultats, j'avoue, sont assez satisfaisants et mettent bien en valeur l'inertie du bâtiment. Je vous montre le graphique de l'hygrométrie. Vous constatez là, depuis le 30 juillet jusqu'à aujourd'hui, enfin là c'est jusqu'au 22 septembre,
L'hygrométrie, c'est assez régulier. Vous voyez en vert la sonde extérieure. L'hygrométrie, pour moi, ça fonctionne très bien. On passe à peine on dépasse aussi un petit peu les 60 quand même par moment, mais ça s'est redescendu. On est quand même tributaire du climat quand même extérieur, effectivement. La température, bon là j'ai un problème de sonde extérieure, je suis désolée. Au extérieur, bon voilà, ça fait ça la nuit et le jour, mais par contre, vous remarquez que la température est assez stable, on tourne autour de 20 degrés tout le temps. Et encore une fois, par contre, la réserve dite sèche, là, ça ne fonctionne toujours pas, puisque on est vite remonté, on y est monté, et donc ce qui fait que, vous voyez, on l'a remise en route assez rapidement. Enfin, au bout d'un mois à peu près, on l'a remis en route pour arrêter les yo-yo, l'effet yo-yo dans la salle des métaux. Donc enfin, troisième petit point, et j'en ai presque fini parce que je vois que le temps passe vite, couper les machines pour une économie d'énergie, pour arriver à l'inertie. Donc les graphiques nous ont montré, issus des tests, que l'hygrométrie reste stable en été et en hiver, que la température descend trop rapidement en hiver et est stable en été. L'hygrométrie de la réserve sèche dépasse rapidement les 40%. Donc suite au relevé, il apparaît que les CTRA pourraient être arrêtés en été. Alors je pense qu'on peut arrêter encore plus tôt que le 30 juillet, là j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je peux arrêter plus tôt que le 30 juillet, il faudrait même arrêter en fin du printemps, je pense que c'est possible. Je ferai le test plus tard. Donc le test continue encore aujourd'hui, sur l'automne, mais par contre il faudra peut-être songer à la remise en route des CTA, à peut-être le remettre par palier pour pour étudier comment réagit chaque salle qui comporte des collections différentes. En hiver, seule l'hygrométrie est stable, vous avez vu, la température chute trop, donc on va les laisser en fonctionnement, sauf étudier si c'est intéressant de les couper sur une période courte. Et la réserve sèche, donc ça ne marche pas, l'inertie, donc on la laissera tout le temps fonctionner, l'armoire climatique. Donc en conclusion, suite aux données climatiques, arrêter et remettre en route le fonctionnement des CTA, ça engendre des conséquences et encore des études à faire. Parce que si on veut faire des économies d'énergie et des économies pécuniaires, quel montant est économisé en arrêtant les CTA et en réduisant la maintenance? Effectivement, on fait des économies, mais il faudrait établir, là je ne suis pas du tout à ce stade-là, il faudrait établir cette étude avec les services dédiés, et il convient d'étudier l'impact technique d'arrêt et de remise en route de telles machines. Il convient d'étudier aussi, parce que on a eu à la remise en route des machines en hiver, un problème du moteur qui ne s'est pas remis en route tout de suite. Donc il faut faire attention si les machines supportent bien ça. Et il convient aussi d'étudier l'impact en matière de conservation des œuvres, parce que les CTA opèrent aussi un brassage d'air qui peut être nécessaire afin d'éviter des confinements et des problèmes d'infestation fongique ou toutes sortes de moisissures. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Il faudrait qu'on fasse une étude en matière de conservation si tout se passe bien, mais a priori pour l'instant ça va. Et l'inertie du bâtiment joue son rôle à certaines périodes, la comparaison le montre. Et ce qui serait également envisagé, c'est d'élargir les consignes de conservation. Ça, on le sait qu'on peut le faire. Pourquoi pas en hygrométrie mettre une plage de 40-60% d'humidité relative et en température 16-24 degrés pour la température. On sait que c'est tout à fait envisageable. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse, je dépasse de 1 minute 50. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et bonne fin de colloque. Au revoir. Bon, même si elle ne nous entend pas, je remercie quand même Nathalie pour cette présentation très, très intéressante et des expérimentations qui donnent de nouvelles perspectives. J'accueille maintenant donc, pour la dernière présentation de la journée, donc une présentation à 2 voix, Stéphanie Liquès, qui est AMO en muséographie conservation préventive pour la société ASK, et Rémi Fourmentin, ingénieur chargé d'affaires fluides et environnement, concepteur européen bâtiment passif pour la société Impact Conseil et Ingénierie, qui vont nous parler des enjeux et des limites des modélisations et études climatiques de simulation thermique dynamique, donc la STD pour ceux qui sont familiers de ce terme, dans les phases de conception de projets muséographiques. Je vous laisse la parole. Vous avez un PowerPoint, je suppose. C'est ça. Alors, il y en a deux. Ouais. Je pense que c'est lui. Attends, on va l'ouvrir, tu vas me dire si c'est ça. Attends, je ne peux pas le savoir là. Je peux le savoir. Je te laisse bidouiller. Puis après, tu peux passer.
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à l'équipe du C2RMF qui a initié ces 2 journées. On est ravis de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions sur ces fameuses études qu'on réalise en face de conception, de maîtrise d'œuvre en général, de façon assez généralisée. Et vous allez le voir, c'est des réflexions avec des éléments aussi importants de partage de définition, mais aussi de contraintes potentielles par rapport à nos sujets de conservation préventive. Donc, on a fait une présentation en 4 parties. On va essayer de rentrer dans les clous, parce que 20 minutes, c'est rapide. Contrairement aux présentations que vous avez eues jusque-là, où on était sur des analyses climatiques sur des bâtiments existants, là, la grande différence, c'est qu'on parle de modélisation. Donc ça veut dire concrètement que l'ensemble des données que vous allez voir se fondent sur un état physiquement inexistant, puisqu'on travaille sur un bâtiment, mais justement, la commande, c'est de refaire totalement ce bâtiment et du coup, on se met dans une logique de prospective. Petit postulat, parce qu'effectivement, on parle d'analyse climatique, mais on est tous engagés dans une posture évidente. On s'attache à s'inscrire dans une démarche responsable écologiquement. Et pour cela, ça nécessite quand même de cadrer des objectifs et les référentiels qui sont associés à ces différents objectifs. Donc ça va être des objectifs concernant la conservation, en tenant compte de la sensibilité des collections, connaissance, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, connaissance quand même de l'histoire matérielle des collections, de l'environnement climatique, les grands aspects de sensibilité. Les objectifs énergétiques, donc à la fois en termes de performance et de recherche d'économie, et puis les recherches de labellisation, du coup, Rémi vous en parlera plus précisément. La prise en compte aussi de l'aspect résilient, puisque voilà, on est dans une situation, on va tous dans le mur, la terre brûle, comme disait l'autre. Mais en tout cas, on s'attache quand même à tenir compte de modèles climatologiques qui sont efficients sur le long terme. Et l'objectif étant d'arriver à un compromis qu'on appelle performantiel et technique, et vraiment qui doit faire l'objet à la fois, à chaque étape, de dialogue entre chaque partie prenante. Alors, pour reposer un petit peu le contexte, on vous a choisi un cas théorique inspiré de faits réels. C'est une sorte de biographie fictionnelle d'un projet type, mais avec quelques éléments concrets pour illustrer quand même les enjeux. Donc, ce cas théorique, c'est effectivement un projet de restructuration-extension d'un bâtiment ancien. La question des programmes de restructuration-extension concerne quand même la majorité des projets de travaux sur les musées. Il y a très peu de création de musées neufs en France et il n'est pas dit qu'il y en ait beaucoup à l'avenir, sauf surprise. L'autre aspect important, c'est qu'on a un programme qui reprend une variété de collections avec des sensibilités climatiques différentes. Mais ce programme, on n'est pas dans des réserves, on est vraiment dans des espaces muséographiques. Du coup, il y a quand même une injonction de programme d'organisation scientifique de ces collections et de mise en regard et mélange des typologies de collections. Un aspect aussi important, quand on dit projet de restructuration extension, souvent on a du coup un bâti patrimonial et on va le voir, je laisserai Rémi en parler plus spécifiquement. On a quand même un certain nombre de contraintes de protection patrimoniale qui jouent. Et par rapport au projet, et à partir de là, je passe la main à Rémi sur les objectifs initiaux du concours, c'est ces fameuses STD qui justement permettent d'échafauder un certain nombre de stratégies. Oui, alors effectivement, le projet s'inscrivait aussi du coup dans des démarches environnementales assez fortes. Il y a plusieurs éléments, il y a des critères CIRN, bien sûr, il y a aussi du coup une certification Passive House qui a été demandée. Alors, la certification Passive House, elle impose des
des exigences assez fortes sur les besoins de chaud, besoins de froid, sur les consommations énergétiques, sur l'étanchéité à l'air du bâtiment, etc. Et puis il y avait d'autres ambitions sur l'environnement, sur le carbone, sur la thermique, le réemploi à l'énergie, etc. Et donc dans ce contexte-là, nous, avec notre casquette de BET environnement, on a fait une étude STD, qui est un outil parmi d'autres pour atteindre les objectifs du programme, qui du coup était là pour faire nos études en lien sur la thermique et les surchauffes, et qu'on a essayé du coup aussi d'utiliser pour le sujet d'aujourd'hui sur la conservation préventive. Alors quelques mots du coup sur la STD, je ne sais pas si vous êtes bien familier avec ça, donc ça veut dire simulation thermique dynamique. En gros finalement c'est faire la modélisation numérique du bâtiment pour étudier le comportement thermique du bâtiment, en intégrant du coup tous les éléments qui concernent son environnement et ses usages. Alors, oui. L'objectif de cette étude, c'est, je le disais en préambule, de base, c'est pour l'environnement, c'est donc de faire des calculs sur le confort des usagers, donc sur les surchauffes notamment, par exemple. Ça va aussi intervenir pour faire des études sur les consommations énergétiques du bâtiment. Et on peut aussi du coup l'utiliser, c'est ce que j'ai indiqué, sur un outil de conception bioclimatique, c'est-à-dire que quand on étudie le confort et les consommations, ça peut aussi permettre avec l'architecte de se dire telle orientation, enfin telle zone est mieux d'être orientée plutôt au sud, ou inversement, de réduire la taille des vitrages, etc. pour concevoir dès la phase conception, enfin, avec les archis, la volumétrie du bâtiment en fonction des objectifs thermiques. Et ici, du coup, on a essayé finalement de l'utiliser aussi pour étudier ce qu'on a appelé l'évaluation de l'ambiance climatique interne du bâti, en lien avec la mission de Stéphanie sur la conservation préventive. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est la STD. Donc on y met plusieurs données d'entrée. La première, c'est le fichier météo. Alors on peut y mettre plusieurs fichiers météo, on peut y mettre un fichier météo sur le fichier météo de la zone, et puis après on peut y mettre plusieurs fichiers météo, on peut notamment intégrer des fichiers météo qui intègrent les dérives climatiques et donc les surchauffes à horizon 2050 voire 2070. On a des fichiers météo qui intègrent ces dérives-là. On oriente le bâtiment, ensuite on le modélise, on met les murs, on met les menuiseries. Pour toutes ces compositions de parois-là, on va intégrer des éléments thermiques. Ça peut être la résistance thermique des matériaux, le lambda. On peut aussi intégrer des choses sur la masse volumique des matériaux pour avoir des notions sur l'inertie aussi de l'enveloppe thermique. Une fois qu'on a modélisé le bâtiment, qu'on l'a situé, on va rentrer à l'intérieur du bâtiment, on va faire différentes zonings en fonction des ambiances climatiques et en fonction de l'usage de ce bâtiment-là, de chacune de ces zones, des scénarios d'occupation, etc. Et donc c'est là qu'on intègre pour chacune de ces zones différentes données d'entrée de son usage. Alors la première partie, ce que j'ai appelé, c'est sur les interactions avec l'environnement. Ça va concerner plutôt les apports solaires, les masques. On va modéliser aussi les bâtiments voisins, donc on peut modéliser ces masques-là, on peut modéliser la végétation autour, et donc les différents masques solaires en lien avec ça. On peut modéliser les protections solaires s'il y a des stores, et donc les scénarios d'ouverture et de fermeture de ces protections solaires. Et on peut modéliser aussi des scénarios de ventilation naturelle, d'ouverture des fenêtres par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire intégrer tous les éléments qui concernent les apports internes. Alors les apports internes, c'est d'une part les occupants, il y a énormément d'occupants dans un musée, les éclairages, donc les éclairages fixes, les éclairages de muséographie, et puis ce qu'on appelle la puissance dissipée, c'est tous les équipements techniques qui dégagent de la chaleur. Ça peut être les éléments de multimédia, ça peut être aussi les vitrines actives qui dégagent un petit peu de chaleur. Donc tout ça, on les intègre dans l'étude. Et dernièrement, on intègre les éléments de technique. Alors ça va être la ventilation, la CTA. On peut mettre des éléments sur la gestion CO2 par exemple, la modélisation des débits. On peut y mettre des choses sur la gestion de la température. Donc on va intégrer des consignes de température et de climatisation. En lien avec ça, on va mettre les systèmes qui sont associés à ça, donc les différents émetteurs, on peut mettre la régulation terminale sur ces émetteurs-là, on peut mettre la génération du coût de chauffage et de froid avec les rendements, ce qui vont nous permettre de donner des choses sur les consommations de chaleur. Il y a un élément par contre qu'on n'arrive pas à intégrer, donc là c'est plutôt tout ce qui concerne le traitement thermique.
Par contre, les choses qu'on n'intègre pas dans notre logiciel, pour l'instant, c'est tout ce qui concerne plutôt le traitement hygrométrique, c'est-à-dire qu'on intègre des scénarios d'occupation. Avec le scénario d'occupation, on peut intégrer des notions de dégagement de chaleur, on peut intégrer aussi des notions par occupant de dégagement hygrométrique, et donc on va pouvoir obtenir des résultats en lien avec ça, mais par contre on peut pas intégrer les systèmes qui permettent de réguler et donc en lien avec un traitement climatique, une plage horaire. On ne peut pas avoir le fonctionnement de ces systèmes-là pour maintenir les plages demandées. J'ai refait une petite synthèse ici. On modélise le bâtiment, on intègre la météo, l'orientation, on fait le petit zoning. On peut intégrer du coup les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur grâce aux compositions de parois. On peut aussi intégrer des notions entre les différentes zones d'échange thermique, des notions du coup sur l'inertie grâce aux caractéristiques thermiques des matériaux, les apports internes donc liés aux occupants, à la puissance dissipée, et le renouvellement d'air lié à la ventilation. En conclusion de ça, du coup, on obtient un certain nombre de résultats. Alors, il y a des choses sur la consommation énergétique qui nous concernent peut-être un petit peu moins ici, des choses sur les périodes de surchauffe, sur le confort. Et puis, on arrive notamment à obtenir pour chacune des zones la température et l'hygrométrie au pas horaire sur une période, sur une année. Donc, c'est les graphes que j'ai mis en partie haute. Donc, pour chacune des zones, on arrive à obtenir ces données-là. Et puis après on peut obtenir d'autres choses, là on les a exploitées un petit peu aussi avec, sur le graphe du milieu ou bien sur des périodes de surchauffe avec des temps qui dépassent 26 degrés par exemple. Et en lien avec ça, du coup, c'est Stéphanie qui a interprété ces résultats-là. Je reprends le micro du coup. Effectivement, tout ce travail que Rémi et son équipe a réalisé, il s'est fait en plusieurs étapes parce que un projet architectural, il y a une première phase concours où on a des premières approches aussi des architectes, des scénographes, etc. Et en fait, les études SCD commencent vraiment, fin esquisse, APS, à s'affiner. Et en fait, le projet, il est encore pas stabilisé de façon définitive. Donc, ce qui est important aussi, c'est que tous ces éléments, c'est une démarche vraiment d'itération entre le travail d'actualisation aussi des données, parce que ce que produit les données des STD permet justement, tu le disais, il y a des réflexions à avoir pour changer l'ouverture de certains ouvrants, pour ajouter effectivement des filtrations ou des occultations pour limiter les apports, les surchauffes et les apports de chaleur, et donc des surconsommations en rafraîchissement dans certaines périodes. Il y a l'évolution du projet scénographique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, pour chacun d'entre vous qui avait l'occasion de travailler sur des projets muséographiques, un programme muséographique n'est pas fini tant que les collections ne sont pas installées. Donc ça veut dire que ça a aussi beaucoup d'incidence sur des évolutions de choix de dispositifs, d'orientation parfois des collections dans les espaces, et des échanges réguliers également sur la conservation, en lien avec à la fois les architectes, les scénographes et les équipes de Rémi, parce qu'au départ, un projet, on part sur des consignes qui sont édictées par un programme qui a été réalisé par un programmiste, et quand on est en maîtrise d'œuvre, la première étape, c'est aussi de se mettre d'accord sur effectivement, est-ce que on reste sur les consignes édictées au programme ou est-ce qu'on fait évoluer les choses? Là, en l'occurrence, on avait fait évoluer les choses en se mettant sur plutôt le référentiel BISO et en jouant sur des variations journalières de l'humidité relative. Et c'est un peu ce qu'on a confronté avec les différentes modélisations et résultats de Rémi. Donc Rémi, tout à l'heure, a présenté pas mal de schémas qui montraient un peu des différentes variations. Et là, c'est une sorte de tableau qu'on est en capacité de sortir par zone pour montrer en mode sans fonctionnement des installations techniques, comment le bâtiment se comporte, et du coup d'identifier
taux de sortie des plages de consigne. Donc selon si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut se dire que globalement on a un projet qui répond à 80% des objectifs dans un certain nombre de zones, et avec certaines zones qui sont plus problématiques que d'autres et du coup qui conduisent à ajuster aussi la réponse architecturale et technique pour améliorer les conditions requises. Donc, un point important, je ne sais pas combien de temps il me reste, un point important, c'est que sur la base aussi justement de ces études, ça amène à réfléchir sur des solutions supplétives pour maintenir les conditions adaptées aux collections. Puisque le raisonnement qu'on peut avoir, comme on recherche quand même une sorte de résilience du bâtiment, c'est de se mettre dans un état où s'il y a une panne système, ou si on veut faire des coupures et des économies, de voir comment le bâtiment réagit et du coup quelle est la part que doivent jouer les vitrines et les dispositifs scénographiques pour assurer les conditions de conservation pour chaque typologie de collection. Donc sur la base de ce zoning, nous aussi en termes de muséographie, on est amené à faire des pointages des vitrines et surtout d'arbitrer sur les niveaux d'étanchéité à adapter en lien avec le choix des dispositifs actifs ou passifs. Bon, le gros sujet, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même le calcul des sorbants et grand débat, analyse de la nouvelle norme vitrine sur ces sujets-là aussi, sur l'étanchéité, tous ces éléments. Et votre projet Silicagel, qui, je l'espère, nous apportera plein de réponses concrètes pour nous faciliter la vie. Alors, quand je dis effectivement les réflexions et les résultats produits par Rémi notamment amènent la conservation préventive à s'adapter, à trouver des solutions compensatoires ou amènent à apporter aussi des solutions et des prescriptions. Sur tout autre sujet, par exemple, on avait une problématique de gestion de l'intensité l'impact de la lumière sur certains espaces et qui nous ont amené, par exemple, à obliger l'équipe de maîtrise d'œuvre à mettre en place des systèmes de store tamisant et occultant, paramétrables, et qui s'est avéré finalement arranger Rémi par rapport à ses calculs de surchauffe et du coup de consommation, parce que c'était une zone qui était particulièrement aussi critique dans les modélisations. Sur un autre sujet, c'est un sujet qui va nous occuper de plus en plus, c'est la question du réemploi de vitrines historiques et la nécessité malgré tout de répondre à des contraintes de plage climatique un peu tendues pour certaines collections. Et il s'avère que du coup, dans certains cas, le coût généré par le retraitement de vitrines historiques anciennes fait abandonner les maîtres d'ouvrage dans ces perspectives. Du coup, on le voit entre une première intention et une intention plus aboutie sur la droite, dans les vignettes ici, on voit l'apparition d'installations justement de gestion climatique, puisqu'on a eu pour principe de traiter finalement cette salle de façon ciblée et assez comment dire, stricte par rapport aux collections qui étaient présentées. Et puis, pareil, on avait des sujets de maîtrise de la lumière qui, finalement, pareil, ont permis un peu d'être plus économes dans les approches. Alors, qu'en conclure ? Alors, qu'en conclure sur les résultats STD, il y a 3 choses qu'on peut obtenir. On l'a dit tout à l'heure sur la thermique. Je pense que les résultats sont plutôt exploitables sur la partie thermique parce qu'on arrive à donner pas mal de données d'entrée, on arrive à intégrer les systèmes. Donc, les résultats sont... En tout cas, si on arrive à mettre des scénarios qui sont fiables, qui sont plutôt exploitables. Sur la partie humidité relative, on en reviendra juste après, mais il faut prendre avec un peu plus de recul parce qu'on a un peu de mal à intégrer les systèmes. Et un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, mais effectivement, le fait de modéliser le bâtiment, de mettre les menuiseries, etc., on peut faire un calcul d'éclairement naturel. Alors nous, dans nos études environnementales, c'est plutôt un calcul qu'on appelle FLJ. On utilise du coup des scénarios d'éclairement moyen, des choses comme ça qui
finalement sont pas spécialement adaptés pour vous. En plus, on peut pas spécialement intégrer le mobilier, donc on a plutôt une vision macro et pas micro-zone comme ce qui peut être intéressant pour vous. Sur la partie du coup humidité relative, je le disais, il faut le prendre plutôt avec un peu de recul parce qu'on a, je le disais tout à l'heure, une limite logicielle. Pour l'instant, le logiciel, en tout cas qu'on utilise pour la thermique, l'environnement ne permet pas d'intégrer le traitement hygrométrique. Il y a une autre petite chose aussi, c'est que par exemple pour ce projet-là, on était dans un bâtiment qui était classé, donc on avait de la pierre qui a des caractéristiques hygrothermiques. On a isolé aussi avec le matériau de chaud-chambre qui a aussi des bonnes caractéristiques hygrothermiques. Je pense que ces éléments-là sont difficilement mesurables par le logiciel, et je pense qu'elles ont quand même elles ont leur rôle à jouer dans le contrôle hygrothermique. Donc on disait faire une analyse plutôt macro-zone, c'est ce que tu disais tout à l'heure Stéphanie, de ça, et plutôt de faire l'étude en mode dégradé de ce qui se passe quand les systèmes sont éteints, par exemple dans notre cas de figure. Aussi, alors la STD, on y rentre beaucoup de choses, mais dans notre cas présent, c'était un musée avec des salles d'exposition. Ça veut dire qu'il y a du passage. C'est un espace qui est très dynamique et on arrive déjà à intégrer beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à contrario de ce qu'on disait sur, par exemple, des réserves ou des bureaux où les choses sont plutôt plus stables. Dans notre cas de figure, nous, la fréquence d'occupation des éléments est un peu plus difficile à intégrer. Moi, ce que je vais rentrer dans mon logiciel, c'est par exemple de 10h à 11h, il y a 25 personnes dans telle salle, mais je ne peux pas spécialement intégrer que, en fait, finalement, c'est pas 25 personnes, mais c'est 60 personnes qui passent dans cette salle, par exemple, avec des pics de fois de fréquence de 30 ou 40 personnes. Ces choses-là qui sont un peu plus précises, je ne peux pas les intégrer dans le logiciel. Les fichiers météo, on peut étudier des météos un peu défavorables à l'horizon 2050, mais sur des pics de périodes très humides, orageuses, etc., c'est pas spécialement pris en compte. Les fuites aussi sur les vitrines, ces choses-là. Finalement, il y a ce qui est indiqué aussi, on fait plutôt une étude, enfin l'étude microclimat est un peu plus difficile dans notre cas de figure ici. Ouais, voilà, je pense qu'on a tout dit. Du coup, on ne voudrait pas être déceptif, hein, parce qu'elle a quand même plein d'intérêt, cette étude STD, parce que sinon, effectivement, elle ne serait pas demandée pour valider un certain nombre de scénarios pour les maîtres d'ouvrage. Et en fait, un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous, c'est comment on se projette sur ce type d'études et qu'on peut prendre parfois comme « Ah, on a plein de chiffres, etc. C'est super, on va tout exploiter, c'est magique. » Mais non, en fait, c'est exploitable, mais ça permet surtout d'établir des stratégies. Mais ça ne promet pas, par exemple, notamment sur la problématique humidité relative, une RH qu'on va vraiment garantir dans cette salle, vous aurez ça, ad vitam aeternam, etc. Par contre, comme je vous disais, ce qui est intéressant, en tout cas je trouve, par rapport à nos problématiques de bâtiments climatiquement résilients, d'économie d'énergie, etc., c'est d'utiliser les modes échecs, c'est-à-dire échec des installations, pour voir comment effectivement on garantit dans les espaces d'exposition des conditions adaptées aux collections qui sont sous vitrine et de choisir les bons dispositifs compensatoires sans être dans le forçage systématique d'achat, etc. Du coup, c'est aussi, pour ma part, une approche pragmatique sur ces sujets-là, si on s'inscrit dans cette logique et de vision de long terme et de gestion d'un risque éventuel, sur la façon dont nous on accompagne après les scénographes dans le design des vitrines et en tout cas d'anticiper sur la capacité à installer différents types de dispositifs, parce qu'on n'est pas à l'abri d'évolution climatique, mais en s'appuyant là-dessus, on arrive quand même à avoir des stratégies qui sont intéressantes. Et aussi, pour revenir sur ce que disait Rémi, sur un petit peu les écueils de la RH, la spécificité des réflexions à avoir sur les espaces de présentation des collections, d'exposition est très différente
de ce qu'on peut observer en réserve, puisqu'il y a cette modélisation et l'impact concret quand même de la vapeur produite par les visiteurs. Marie tout à l'heure identifiait des données dans son support. C'est des choses effectivement qu'on peut intégrer, et selon les débits qu'on met, les effets sur l'humidité relative de la salle sont très variables. Petit exemple, moi j'ai souvenir d'un musée qui avait organisé une fête nocturne dans une de ces salles, et effectivement j'avais le pilotage à distance de mes sondes climatiques que j'avais positionnées. C'était Halloween, et le lundi je regarde les résultats et je m'aperçois qu'effectivement, boum, 20% d'augmentation subitement en 1h30. Bah, quand j'ai appelé en panique en disant que s'est-il passé, ah bah oui, il y avait 1000 personnes, on a fait une boom pour Halloween. Donc non, mais en fait là je parle d'événements assez exceptionnels dans les salles d'exposition, mais pensez à des salles de petite dimension, 100 mètres carrés, 2,50 mètres de haut, avec des groupes, vous organisez des visites et des groupes de 30 personnes qui stagnent à regarder les œuvres phares. Ça crée vraiment des conditions qui sont très difficiles à modéliser, et pour lesquelles, en tout cas, il y a des effets certains si on ne traite pas à l'échelle, notamment des vitrines. Et du coup, comme on est sur des stratégies et une vision sur le long terme, qu'après toutes ces étapes d'études de maîtrise d'œuvre, on lance des consultations d'entreprise avec un certain nombre de prescriptions. La notion de performance attendue est essentielle, et ensuite c'est tous les tests, etc. Donc là je sais que vous êtes déjà largement au taquet sur ces sujets de suivi climatique. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire. La magie de la STD et ce qu'on peut en tirer ou non. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation de la STD. J'avoue que ça éclaire beaucoup ma lanterne, parce que pour moi c'était un outil qui restait quand même un peu mystérieux, qui répondait pas à toutes mes questions, donc je comprends un peu mieux pourquoi aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle? Oui, Valérie. Oui, c'était quelques réactions, par rapport aux écarts de sondes de suivi climatique avec la GTC, par exemple. Il y a effectivement des problèmes des fois de sondes qui ne sont pas équilibrées de la même façon, de dérive au niveau de la GTC, mais il y a aussi le fait que des fois les CTA sont très loin de la salle et à des endroits très sensibles climatiquement, plutôt passés à l'extérieur, donc soumises au froid et au chaud. Donc forcément, les sondes de retour et autres vont être faussées par cet emplacement de la CTA. D'autre part, il y a des CTA des fois qui sont un petit peu énormes, qui vont gérer des surfaces énormes avec plusieurs salles. Et donc, les informations de retour vont donner un climat plutôt moyen. Et si on a des sondes dans les différentes salles, bah forcément, il va y avoir des écarts d'une salle à l'autre très, très différentes. Et la CTA, elle, va renvoyer finalement un climat moyen pour essayer de réguler toutes ces salles avec des climats différents. Ça, je l'ai vu dans un musée avec une CTA énorme qui gérait 1,5 étage et c'était infernal, ingérable. Et d'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est que la plupart des GTC, en fait, donnent la priorité à la température, alors qu'il nous faudrait la priorité à l'humidité, à la gestion de l'hygrométrie, comme on l'a dit. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre aux climaticiens, mais ça serait vraiment un pas aussi important à faire prendre conscience aux climaticiens. Voilà, c'était juste ces deux remarques que je voulais faire. Si. Je ne sais pas si ça appelle une réponse ou un commentaire de votre part.
Non. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. Oui, j'aurais une question sur la dernière intervention concernant le logiciel utilisé pour les STD auquel vous faites référence. Alors nous on a utilisé Pléiade Confi, mais il y a plein d'autres logiciels aussi. Hein. Oui, parce que je suis très étonné que vous parliez de l'absence de simulation de l'humidité relative avec des logiciels de simulation. Effectivement, Pléiade n'est pas du tout compétent pour ça. Il y a quantité d'autres logiciels, et je pense d'ailleurs que Pléiade n'est pas du tout adapté au programme de musée, mais il y a quantité d'autres logiciels qui intègrent la question de l'humidité relative, de l'hygrométrie, des points de départ d'infestation fongique. Enfin, Pléiade est vraiment un logiciel, je pense, vraiment pas adapté. Ouais, alors nous, c'est parce qu'il était demandé pour nous, pour les parties environnementales, et qu'on l'a utilisé dans ce cadre-là, effectivement. Mais effectivement, il y a d'autres logiciels que nous, on n'a pas, enfin, en tout cas, chez Impact, on n'utilise pas. Oui, il y a d'autres logiciels plus chers, beaucoup plus difficiles à utiliser, mais qui sont vraiment adaptés à les musées. Oui, tout à fait. Qui peuvent permettre de simuler l'humidité relative. Hugues, je me permets de rebondir parce qu'effectivement, en fait, ce que je trouvais intéressant dans l'intervention aussi, c'est que quand le maître d'ouvrage demande des STD simples, ce qui est le cas tout le temps pour les musées, et là, effectivement, c'est des STD simples avec des objectifs très clairement identifiés plutôt par rapport au projet de labellisation, etc. Et en fait, l'usage qu'on en a fait sur l'humidité relative, c'est plutôt un détournement parce qu'effectivement, la demande n'était pas formulée ni dans le cadre des études des bureaux d'études, ni dans le cadre de l'accompagnement, effectivement. Et nous, en tant que préventeurs, on n'est pas en capacité d'avoir le type de logiciel dont tu parles, très, très poussé, etc. Donc c'est un peu pour pondérer, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que les STD, dans les musées, en tout cas en dehors peut-être des réserves ou sur une autre étude, on a fait des études beaucoup plus complètes, effectivement, où il y avait les modélisations, autant d'humidité relative que aussi de mouvement des masses d'air dans les réserves. Là, dans ces cas de figure, et en général, c'est comme ça que c'est écrit dans les consultations de maîtrise d'œuvre, c'est des STD vraiment liés au confort et à l'approche énergétique et pas du tout en lien avec ces questions-là. Pour cet échange, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions ? Non. Alors, donc, ce matin, vous vous souvenez, il y avait une question sur le journal de bord pour l'étude du climat. Donc, je pense que vous avez eu vos réponses avec les communications de l'après-midi, mais Christine a renvoyé un petit mail sur la messagerie pour répondre à votre question. Donc, ça va recouper ce qui a été dit globalement. Mais donc, pour ce qui est de la forme du journal, elle propose quelque chose qui ressemble à un tableau avec une colonne pour la date, une pour les mesures et puis une pour les observations. Vous demandiez qui devait s'occuper de ça. Donc, effectivement, c'est bien qu'il y ait un référent, mais c'est un outil qui doit absolument être partagé par un grand nombre d'utilisateurs, donc la régie, les conservateurs, effectivement, la maintenance, le personnel d'entretien éventuellement. Et donc après, il faut trouver le format en fait qui convient le mieux à l'usage. Donc ça peut être soit un fichier informatique auquel tout le monde a accès, soit un cahier qui peut être laissé à un endroit et que les gens remplissent. En fait, ça dépend après de vos usages et de votre mode de fonctionnement. Voilà, et bien sûr, après, pour l'étude, il faut aller voir tout ce qui a été rentré dedans et donc le mettre en corrélation. Voilà, c'est ce que Jocelyn a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Alors, je sais que vous êtes très fatigués. Moi aussi, je vous rassure, j'ai encore 2-3 slides à vous montrer. Un peu, conclusif, c'est peut-être un petit peu prétentieux, je ne sais pas. En tout cas, voilà, juste le mot de la fin, on va dire. Donc maintenant, alors vous êtes très fatigués, mais lundi, ça va aller beaucoup mieux. Vous avez toutes les cartes en main pour définir vos plages climatiques, en adéquation bien évidemment avec votre bâtiment, vos collections, les moyens dont vous disposez. Donc définir les plages climatiques, collecter des mesures qui soient fiables, les traiter et les analyser pour poser un diagnostic.
Et après, eh bien, malheureusement, ce n'est pas fini. En fait, tout ça, pourquoi faire? Eh bien, comme on vous l'a présenté, enfin, on espère, tout ça, c'est pour prendre des décisions, en fait, éclairées et de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre gestion climatique, améliorer votre situation si besoin est. Donc ce diagnostic, voilà, il va servir à mettre éventuellement des choses en place qui peuvent concerner différentes échelles. Pardon. Vous savez, en conservation préventive, on aime bien raisonner un peu en couches d'oignon. Donc tout ça peut concerner l'isolation, la mise en étanchéité de votre bâtiment, donc par exemple sur les parois, sur la couverture, par le biais de panneaux isolants, de double vitrage, sur les fenêtres, en revoyant l'étanchéité, en installant des stores, des films anti-infrarouges par exemple, sur les entrées, travailler sur l'installation de sas ou du calfeutrage. Et bien sûr, évidemment, si vous travaillez sur l'étanchéité de votre bâtiment, veillez quand même à une bonne ventilation interne de vos espaces, parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Vous pouvez travailler donc à l'échelle là plutôt de la salle et non plus du bâtiment sur l'installation d'appareils de régulation en salle. Donc on a parlé de plusieurs choses, ils peuvent être soit fixes, soit mobiles. Ou, ça aussi on l'a évoqué, travailler directement à l'échelle de l'objet avec une régulation de proximité, donc de microclimat, de micro-régulation du climat pour les objets les plus vulnérables qui le nécessiteraient. Donc soit par un mode passif avec l'emploi d'un sorbant type gel de silice, ou par un mode actif avec une régulation active du climat à l'échelle de la vitrine. Et évidemment, tout ça a besoin de protocoles de gestion, que ce soit pour vos équipements, des contrats de maintenance, etc., des dispositifs d'intervention en cas de panne ou de dysfonctionnement. Une gestion des circulations également, on a parlé des portes et des fenêtres ouvertes, effectivement ça aussi il va falloir le gérer. Et puis voilà, c'est des choses aussi qu'on a évoquées un petit peu cet après-midi, une gestion des collections qui peut se faire de manière raisonnée, en fait en redistribuant, si c'est possible évidemment, les collections en fonction des zones climatiques, voilà, en les conditionnant, le cas échéant, etc. Et toutes ces mesures, bien sûr, que vous mettez en place, elles doivent être en conformité, en fait, avec les réglementations en vigueur, donc que ce soit des réglementations françaises ou européennes, donc tout ça pour une transition écologique efficace. Alors ces mesures, on en a évoqué un certain nombre, je ne vais pas y revenir, hein, la stratégie nationale bas carbone, le décret Tester, le décret BAC, qu'on a pas mal évoqué hier, une réglementation dont on n'a pas trop parlé, mais qui va pouvoir aussi avoir un impact sur votre gestion du climat et les modes de conservation, c'est la réglementation européenne F-Gaz, en fait, alors c'est une réglementation européenne qui est en vigueur depuis le mois de mars de l'année dernière et qui va viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre sans trop de surprises, et ça va concerner les gaz fluorés. Et du coup, dans cette perspective, cette réglementation organise la disparition des fluides réfrigérants hydrofluocarbures en raison de leur potentiel de réchauffement planétaire extrêmement élevé. Et ça, en fait, c'est des gaz qu'on va pouvoir trouver dans des climatiseurs ou dans des déshumidificateurs. Donc, il va falloir faire attention pour l'utilisation de certains appareils. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette réglementation européenne F-Gaz, eh bien, on en parlera un petit peu plus précisément d'ici un bon mois, dans la 4e édition de la journée A Prévu qui va se tenir ici même au C2RMF le 7 novembre prochain. Donc voilà, c'est un petit teasing si vous voulez revenir nous voir dans un mois. Alors je crois encore une fois que l'auditorium est complet, mais vous pouvez toujours nous suivre en ligne. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 2 jours, d'avoir été présents ici, de nous avoir suivis en ligne. Merci à tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu, qui sont venus sur place ou qui sont intervenus à distance. Et merci surtout à Marie et Jocelyn pour l'organisation de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon week-end.